Il est considéré comme le père de la mafia italo-américaine moderne. Charles Lucky Luciano a révolutionné le crime organisé aux États-Unis, transformant un monde de gangs rivaux en un empire structuré, capable de s'adapter à la guerre, à la politique et au business. Charles Lucky Luciano naît Salvatore Lucania le 24 novembre 1897 à Alercara Fritti en Sicile. Ses parents, Antonio Lucania et Rosalia Caffarella, avaient 4 autres enfants, Giuseppe, Bartolomeo, Filippa, surnommée Fanny, et Concetta. Son père, ouvrier dans une mine de soufre, nourrissait l'ambition de s'installer un jour aux États-Unis. En 1906, alors que Luciano a 8 ans, sa famille émigre aux États-Unis et s'installe dans le Lower East Side de Manhattan, quartier prisé des immigrants italiens. À 14 ans, Luciano quitte l'école et commence à livrer des chapeaux, gagnant $7 par semaine. Après avoir remporté $244 à un jeu de dés, il quitte son emploi pour gagner sa vie dans la rue. La même année, ses parents l'envoient à la Brooklyn Truancy School. Adolescent, Luciano fonde sa propre bande et rejoint l'ancienne Five Points Gangs. Contrairement aux autres gangs de rue qui se livrent à des petits délits, Luciano propose aux jeunes juifs une protection contre les bandes italiennes et irlandaises pour 10 cents par semaine. C'est à cette époque qu'il commence à apprendre le métier de proxénète. Il rencontre Meyer Lansky, alors qu'il tente d'extorquer de l'argent de protection à ce dernier sur le chemin de l'école. Impressionné par le courage du jeune Lansky, Luciano forme avec lui un partenariat durable. L'origine du surnom Lucky reste incertaine. Il pourrait venir du fait qu'il ait survécu à une violente agression en 1929. D'autres explications évoquent sa chance au jeu, ou une simple mauvaise prononciation de son nom de famille. Quant à son nom de famille devenu Luciano, il résulterait probablement d'une répétition d'erreurs de presse. Entre 1916 et 1936, Luciano est arrêté à 25 reprises pour des accusations allant de voies de fait à jeux illégaux, extorsion et vol, mais sans jamais passer de temps en prison. Le 17 janvier 1920, le 18e amendement de la Constitution américaine entre en vigueur, donnant naissance à la prohibition qui interdira pendant 13 ans la fabrication, la vente et le transport de boissons alcoolisées. La demande d'alcool ne faiblissant pas, un marché noir prospère se développe, offrant aux criminels une source de revenus supplémentaires. Dès 1920, Luciano rencontre plusieurs futurs chefs mafieux, dont Vito Genovese et Frank Costello, ce dernier devenant un ami de longue date et futur partenaire d'affaires, grâce à la Five Points Gangs. La même année, le chef de la criminalité du Lower Manhattan, Joe Masseria, recrute Luciano comme l'un de ses hommes de main. Peu après, Luciano et ses proches commencent à travailler pour le joueur Arnold Rothstein, qui perçoit immédiatement le potentiel lucratif de la prohibition et initie Luciano à la gestion d'un commerce d'alcool et de contrebande. Avec le financement de Rothstein, Luciano, Costello et Genovese mettent sur pied leur propre opération de contrebande. Rothstein devient un mentor pour Luciano, lui enseignant notamment comment évoluer dans la haute société et s'habiller avec style. Rothstein emploie Jack Diamond comme garde du corps et homme de main, et Luciano collabore fréquemment avec lui. Parallèlement, Luciano commence à vendre de l'héroïne introduite clandestinement depuis Montréal. En 1923, il est pris dans un piège en vendant de la drogue à des agents infiltrés. Bien qu'il échappe à la prison, cette affaire entache sa réputation auprès de ses contacts de haut rang. Pour redorer le blason, Luciano achète 200 places de choix pour le combat de boxe Jack Dempsey Louis Firpo dans le Bronx et les distribue aux principaux gangsters et politiciens. Rothstein l'accompagne au grand magasin Wanamaker de Manhattan pour acheter des vêtements coûteux afin de parfaire son apparence pour le match. Cette stratégie fonctionne et la réputation de Luciano est rétablie. En 1925, Luciano génère plus de 12 millions de dollars par an grâce à ses activités de jeux illégaux et de contrebande à New York, ce qui lui rapporte un revenu personnel d'environ 4 millions par an. Ces opérations s'étendent même jusqu'à Philadelphie. En 1927, il s'installe à l'hôtel Barbizon Plaza, sous le nom d'emprunt Charles Lane, où il vivra plusieurs années. Luciano devient rapidement l'un des principaux lieutenants de l'organisation criminelle de Masseria. Contrairement à Rothstein, Masseria était peu instruit, mal élevé et manquait de compétences en gestion. À la fin des années 20, son principal rival était Salvatore Maranzano, un chef sicilien du clan Castellamares. Lorsque Gaetano Reina, l'un des lieutenants de Masseria, passa du côté de Maranzano, Masseria ordonna à Luciano de planifier l'assassinat de Reina. Masseria et Maranzano appartenaient à la vieille garde, des chefs mafieux traditionnels originaires d'Italie, qui avaient commencé leur carrière criminelle dans leur pays natal. Ils défendaient les principes dits de l'ancienne mafia, honneur, tradition, respect et dignité. Ces patrons refusent de collaborer avec des noms italiens et se montraient méfiants envers les noms siciliens, certains ne travaillant qu'avec des hommes issus de leur propre village sicilien.
Luciano, lui, était prêt à s'associer non seulement avec des Italiens, mais aussi avec des gangsters juifs et irlandais, tant que l'argent pouvait se faire. Il fut choqué d'entendre ces mafiosi siciliens traditionnels le sermonner sur ses relations avec son ami proche, Costello, qu'il surnommait le sale Calabré. Peu à peu, Luciano tissa des liens avec d'autres jeunes mafieux nés en Italie, mais ayant commencé leur carrière criminelle aux États-Unis, et qui se sentaient étouffés par le conservatisme de leur chef. Il voulait appliquer les leçons apprises auprès de Rostin pour transformer les activités de gang en une véritable entreprise criminelle. Ce groupe comprit des futurs leaders mafieux tels que Costello, Genovese, Albert Anastasia, Joe Adonis, Joe Bonanno, Carlo Gambino, Joe Profaci, Tommy Gagliano et Tommy Lucchese. Tous estimaient que la cupidité et le conservatisme de leur patron les maintenaient dans la pauvreté, tandis que les gangsters, juifs et irlandais s'enrichissaient. La vision de Luciano était de créer une organisation criminelle nationale dans laquelle les gangs italiens, juifs et irlandais mettaient en commun leurs ressources, transformant le crime organisé en un business lucratif pour tous. Cette idée prit forme après une conférence tenue à Atlantic City en mai 1929, réunissant Luciano, Lansky, Costello et Johnny Torrio. En octobre 1929, Luciano fut brutalement attaqué. 3 hommes l'empoignèrent, le frappèrent, le poignardèrent et le suspendirent par les mains à une poutre dans un entrepôt de Staten Island. Il survécut à l'attaque, mais en conservant une cicatrice et un œil tombant. L'identité de ses agresseurs ne fut jamais établie. Après l'attaque, il déclara à la police ne pas savoir qui l'avait agressé. En 1953, il confia à un intervieweur que c'étaient les policiers qui l'avaient kidnappé et battu pour tenter de retrouver Jack Legs Diamond. Une autre version attribuait l'attaque à Maranzano. Au début de 1931, la guerre de Castellamarès tournait en défaveur de Masseria, et Luciano y vit une opportunité. Dans un accord secret avec Maranzano, il accepta de planifier l'assassinat de Masseria en échange de la récupération de ses raquettes et de sa nomination comme bras droit de Maranzano. Le 15 avril 1931, Masseria fut tué au restaurant Nuova Villa Tamaro à Coney Island, à Brooklyn. Alors qu'il jouait aux cartes, Luciano se serait excusé pour aller aux toilettes, moment choisi par les tueurs, dont Anastasia Genovese, Adonis et Benjamin Bugsy Siegel, pour entrer dans le restaurant. Ciro Terranova conduisit la voiture de fuite, mais la légende raconte qu'il fut trop bouleversé pour conduire et dut être poussé hors du siège par Siegel. Avec la bénédiction de Maranzano, Luciano prit le contrôle du gang de Masseria et devient lieutenant de Maranzano, mettant fin à la guerre de Castellamarès. Avec Masseria disparu, Maranzano réorganisa les gangs italo-américains de New York en 5 familles, dirigées par Luciano, Profaci, Gagliano, Vincent Mangano et lui-même. Il convoqua une réunion à Wappinger Falls, New York, pour se proclamer chef de tous les chefs. Il limita également les raquettes des familles rivales au profit des siens. Luciano accepta apparemment ces changements, mais il attendait simplement le bon moment pour éliminer Maranzano. Bien que légèrement plus progressiste que Masseria, Maranzano lui semblait encore plus avide et rigide que son prédécesseur. En septembre 1931, Maranzano réalisa que Luciano représentait une menace et engagea Vincent Cole, un gangster irlandais, pour l'assassiner. Cependant, Lucchese avertit Luciano qu'il était visé. Le 10 septembre, Maranzano ordonna à Luciano, Genovese et Costello de se rendre à son bureau dans le Helmsley Building à Manhattan. Convaincu que Maranzano projetait de les tuer, Luciano décida de prendre l'initiative. Il envoya Lucchese et 4 gangsters juifs, dont les visages étaient inconnus de Maranzano, déguisés en agents gouvernementaux. 2 d'entre eux neutralisèrent les gardes du corps, tandis que Lucchese désigna Maranzano, que les 3 autres poignardèrent, puis abattirent. Cet assassinat inaugura ce qui deviendrait la fameuse Nuit des Vêpres siciliennes. Quelques jours plus tard, les corps de 2 alliés de Maranzano, Samuel Monaco et Louis Rousseau, furent retrouvés dans la baie de New York, montrant des traces de torture. Parallèlement, Joseph Siragusa, chef de la famille de Pittsburgh, fut abattu chez lui. La disparition de Joe Ardisone, chef de la famille de Los Angeles, le 15 octobre, fut également attribuée à ce plan supposé visant à éliminer rapidement les vieux mafieux. L'idée d'une purge organisée par Luciano reste toutefois aujourd'hui largement considérée comme un mythe. Avec la mort de Maranzano, Luciano devient le chef de la pègre américaine, atteignant le sommet du monde souterrain. Il définissait les grandes orientations et supervisait les activités en collaboration avec les autres chefs mafieux. Sa propre famille contrôlait les rackets les plus lucratifs de New York, jeux d'argent illégaux, extorsion, paris, usure et trafic de drogue. Il exerçait également une influence considérable sur les syndicats et contrôlait le port de Manhattan, la collecte des ordures, la construction, les commerces du Garment District et le transport routier.
Bien qu'il aurait pu s'autoproclamer chef de tous les chefs, Luciano choisit d'abord d'abolir ce titre, estimant qu'il provoquait des conflits entre les familles et faisait de lui une cible pour un rival ambitieux. Il préférait exercer son pouvoir discrètement en forgeant des alliances informelles avec les autres chefs. Toutefois, il conserva certaines pratiques de Maranzano, comme la cérémonie de Mad Men, jugée essentielle pour inculquer discipline et loyauté aux jeunes membres, sous l'influence de Genovese. Luciano resta fidèle à l'omerta, le serment de silence, pour protéger les familles des poursuites judiciaires, tout en maintenant la structure des 5 familles de New York. Luciano confia les postes clés à ses plus proches collaborateurs italiens. Genovese devient sous-chef, Costello sont considérés, tandis qu'Adonis, Michael Trigger Mike Coppola, Anthony Strollo, Willy Moretti et Anthony Caffarno occupaient des postes de caporégime. Les associés non italiens comme Meyer Lansky et Benjamin Siegel ne pouvaient pas occuper de fonctions officielles dans une famille, mais Lansky devient le principal conseiller de Luciano et Siegel un associé de confiance. Plus tard en 1931, Luciano convoqua une réunion à Chicago avec plusieurs chefs pour créer une commission destinée à servir d'organe directeur pour la criminalité organisée. Cette instance visait à régler les différends et à définir les territoires de chaque famille, et demeure considérée comme l'une des plus grandes innovations de Luciano. Son objectif était de maintenir discrètement son contrôle sur toutes les familles et d'éviter de futures guerres de gangs. Les autres chefs approuvèrent l'idée. La commission comprenait initialement les représentants des 5 familles de New York, de la famille de Buffalo et de l'autre de Chicago. Plus tard, celles de Philadelphie et Détroit furent intégrées, tandis que les familles plus petites étaient représentées par une famille membre de la commission. Les organisations criminelles juives de New York y étaient également représentées. Le premier test de la commission survient en 1935, lorsque Dutch Schultz projeta d'assassiner le procureur spécial Thomas H. Dewey. Luciano avertit que ce meurtre déclencherait une répression massive. La règle du syndicat national interdisait toute attaque contre les forces de l'ordre et les procureurs. Furieux, Schultz quitta la réunion, affirmant qu'il tuerait Dewey malgré tout. Plus tard, Anastasia informa Luciano que Schultz l'avait chargé de surveiller l'immeuble du procureur sur la 5e avenue. La commission tient alors une réunion discrète et ordonna à Lepke Buchalter d'éliminer Schultz. Le 23 octobre 1935, avant que Schultz ne passe à l'acte, il fut abattu dans un bar à Newark, New Jersey, et succomba à ses blessures le lendemain. Au début des années 30, la famille de Luciano commença à s'emparer des opérations de prostitution à petite échelle à New York. En juin 1935, le gouverneur de l'État, Herbert H. Lehman, nomma Thomas H. Dewey, alors procureur fédéral, procureur spécial pour lutter contre le crime organisé dans la ville. Son assistante, Eunice Carter, mena une enquête qui relia Luciano à ce réseau de prostitution. Carter constitue un dossier sur le racket de la prostitution, s'appuyant sur les témoignages des prostituées et des filatures téléphoniques. Le 2 février 1936, Dewey autorisa une descente simultanée dans 200 bordels de Manhattan et de Brooklyn, ce qui lui valut une reconnaissance nationale en tant que chasseur de gangs. Pour éviter toute interférence policière, 160 officiers extérieurs au service de la vice-police furent mobilisés et laissés sur les trottoirs jusqu'au dernier moment avant le début des raids. 16 hommes et 87 femmes furent arrêtés et conduits directement dans les bureaux de Dewey où le juge Philip G. McCook fixa des cautions de $10,000 hors de portée des accusés. Carter avait gagné la confiance de certaines prostituées et tenancières qui dénoncèrent les abus et violences dont elle avait été victime et convainquit plusieurs d'entre elles de témoigner plutôt que de purger de nouvelles peines de prison. Dès la mi-mars, plusieurs inculpés impliquèrent Luciano. 3 prostituées l'identifièrent comme le chef auquel répondaient ses associés, David Bettillo et Thomas Pinocchio. Fin mars 1936, alerté de son arrestation imminente, Luciano s'enfuit à Hot Springs, Arkansas. Un détective new-yorkais, sur une autre affaire, le repéra et alerta Dewey. Le 3 avril, Luciano fut arrêté à Hot Springs pour 90 chefs d'accusation de proxénétisme forcé. Ses avocats tentèrent sans succès de contester son extradition. Le 6 avril, Honey Madden, ancien propriétaire du Cotton Club, proposa un pot de vin de $50,000 au procureur général de l'Arkansas pour faciliter l'affaire, mais celui-ci refusa et dénonça l'offre. Le 17 avril, après l'épuisement de tous les recours, les autorités de l'Arkansas remirent Luciano à 3 détectives du NYPD pour son transport vers New York. Le 18 avril, ils arrivèrent à New York et Luciano fut présenté à la justice. Le lendemain, incapable de payer la caution de $350,000 fixée par McCook. Le 11 mai 1936, son procès pour proxénétisme commença.
Dewey, qui avait supervisé l'enquête de Carter, poursuivit Luciano et 12 co-accusés. Il l'accusa d'avoir dirigé un vaste réseau de prostitution surnommé The Bonding Combination. Dewey mit également en lumière ses mensonges au tribunal, comparant ses déclarations de revenus fédérales, où il prétendait gagner 22 000 $ par an, à sa richesse réelle. Le procureur s'attaqua aussi à son long casier et à ses relations avec des figures telles que Masseria, Terranova et Buchalter. Le 7 juin, Luciano et 8 de ses co-accusés furent condamnés pour 62 chefs de proxénétisme. Cependant, certains historiens experts du crime ont contesté l'implication directe de Luciano. Selon Selwyn Rabb, certains membres de sa famille percevaient des revenus liés à la prostitution et certains soldats utilisaient son nom pour extorquer les tenancières, mais il était improbable que le chef de la pègre soit directement engagé dans les bordels. Après le procès, 4 prostituées clés retirèrent leurs accusations, et plusieurs contemporains de Luciano, dont Polly Adler et Joseph Bonanno, affirmèrent qu'ils n'avaient jamais dirigé la Bonding Combination. Pourtant, des témoins décrivirent Luciano supervisant les affaires depuis son suite de Waldorf Astoria, donnant des ordres pour percevoir les recettes et traiter les bordels en retard de paiement, comparant son réseau à celui d'une grande chaîne commerciale. Même derrière les barreaux, Luciano continua de diriger sa famille, transmettant ses ordres par l'intermédiaire du boss par intérim Genovese. En 1937, lorsque Genovese prit la fuite pour Naples afin d'éviter une inculpation imminente pour meurtre à New York, Luciano nomma son consigliere Frank Costello comme nouveau chef par intérim et superviseur de ses intérêts. Luciano fut d'abord incarcéré à Sing Sing Correctional Facility à Ossining, dans l'État de New York, puis transféré en 1936 à Clinton Correctional Facility à Dannemora, une prison isolée loin de New York. L'Italo-américain fut affecté à un poste dans la blanchisserie de la prison. Il usa également de son influence pour obtenir le matériel nécessaire à la construction d'une église au sein de l'établissement, qui devient célèbre non seulement comme l'une des rares églises indépendantes du système pénitentiaire de l'État de New York, mais aussi parce que son hôtel était orné de 2 portes originales du Victoria, le navire de Ferdinand Magellan. Les appels légaux de Luciano se poursuivirent jusqu'au 10 octobre 1938, lorsque la Cour suprême des États-Unis refusa d'examiner son dossier. À ce moment-là, Luciano se retira officiellement de la tête de sa famille et Frank Costello prit sa place à la direction. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain conclut un accord secret avec Luciano, alors incarcéré. En 1942, le bureau du renseignement naval s'inquiétait de l'infiltration d'agents allemands et italiens sur le front portuaire de New York, ainsi que de possibles actes de sabotage dans ses installations. Connaissant l'emprise de la mafia sur les quais, le département de la marine contacta Meyer Lansky pour négocier avec Luciano. Pour faciliter les discussions, Luciano fut transféré à la prison de Great Meadow à Comstock, plus proche de New York. Un accord fut conclu. En échange d'une commutation de peine, Luciano promettait l'assistance totale de son organisation pour fournir des renseignements à la marine. Anthony Anastasia, allié de Luciano et contrôlant les quais, s'engagea à empêcher toute grève de dockers pendant la guerre. En préparation de l'invasion alliée en Sicile en 1943, Luciano mit ses contacts en Sicile à disposition de l'armée américaine. Cette collaboration entre la marine et la mafia fut connue sous le nom d'opération Underworld. L'importance réelle de la contribution de Luciano à l'effort de guerre reste discutée. En 1947, l'officier naval responsable de l'opération minimisa la valeur de son aide, tandis qu'un rapport de 1954, ordonné par le gouverneur Dewey, soulignait au contraire plusieurs services précieux rendus au renseignement naval. Luciano affirmait que la menace sur les quais avait été exagérée, citant notamment le naufrage du SS Normandie dans le port de New York, attribué selon lui au frère d'Anastasia, Anthony Anastasio. L'enquête officielle n'établit cependant aucune preuve de sabotage. Le 3 janvier 1946, en récompense présumée pour sa coopération, Dewey commua à contre-cœur la peine de Luciano pour proxénétisme, à condition qu'il accepte son expulsion vers l'Italie. Luciano accepta l'accord tout en continuant de se considérer citoyen américain. Le 2 février 1946, 2 agents fédéraux d'immigration le conduisent de Sing Sing à Haley Island pour les formalités d'expulsion. La veille de son départ, le 9 février, Luciano partagea un dîner de spaghettis à bord de son navire avec Anastasia et 5 invités. Le 10 février, le bateau prit la mer depuis Brooklyn, en direction de l'Italie. Après 17 jours de voyage, il arriva à Naples le 28 février et Luciano annonça aux journalistes qu'il résiderait probablement en Sicile. En octobre 1946, Luciano s'installa en secret dans la capitale cubaine, La Havane. Son périple fut complexe. Un cargo de Naples à Caracas au Venezuela, un vol jusqu'à Rio de Janeiro, puis un détour par Mexico avant de revenir à Caracas,
où il prit un avion privé pour Camagüey, à Cuba, avant d'arriver finalement à La Havane le 29 octobre. Il s'installa dans une propriété du quartier de Miramar. Luciano cherchait à se rapprocher des États-Unis afin de reprendre le contrôle des opérations de la mafia américaine et à terme revenir sur le sol américain. Il était déjà un investisseur majeur dans les casinos et hôtels cubains. Lansky proposa à Luciano et Siegel d'investir un demi-million de dollars pour financer ces casinos, argent qu'il remit au dictateur cubain Fulgencio Batista avec la garantie d'un revenu annuel de 3 à 5 millions de dollars. En décembre 1946, Lansky organisa à La Havane une réunion des chefs des grandes familles mafieuses, connue sous le nom de Havana Conference. Le prétexte officiel était d'assister à un concert de Frank Sinatra, mais le véritable objectif était de discuter des affaires de la mafia. 3 sujets majeurs étaient à l'ordre du jour: le commerce de l'héroïne, le jeu à Cuba et le sort du Flamingo Hotel de Siegel en difficulté à Las Vegas. La conférence, qui se déroula à l'Hôtel National de Cuba, dura un peu plus d'une semaine. Le 20 décembre, Luciano eut une réunion privée avec Genovese dans sa suite d'hôtel. L'année précédente, la Criminal Investigation Division de l'armée américaine avait rapatrié Genovese d'Italie pour qu'il soit jugé à New York pour un meurtre commis en 1934. En juin 1946, les charges furent abandonnées, libérant Genovese pour reprendre ses affaires mafieuses. Luciano n'avait jamais fait confiance à Genovese. Lors de leur entretien, Genovese tenta de le convaincre de devenir un boss des boss, titulaire, laissant à Genovese le contrôle de toutes les affaires. Luciano rejeta calmement cette proposition. « Il n'y a pas de boss des boss. Je l'ai refusé devant tout le monde. Si jamais je change d'avis, je prendrai le titre, mais cela ne dépendra pas de toi. Pour l'instant, tu travailles pour moi et je n'ai pas l'intention de prendre ma retraite. Ne me reparle jamais de ça ou je perdrai mon sang-froid. » Peu après le début de la conférence, le gouvernement américain apprit la présence de Luciano à Cuba. Sa proximité avec Sinatra et ses fréquentes sorties dans les clubs de la capitale le rendaient impossible à dissimuler. Les États-Unis firent pression sur le gouvernement cubain pour l'expulser. Le 21 février 1947, Harry G. Anslinger, commissaire du Federal Bureau of Narcotics, avertit Cuba que tous les envois de médicaments contenant des narcotiques seraient bloqués tant que Luciano resterait dans le pays. 2 jours plus tard, le gouvernement cubain annonça que Luciano avait été placé en détention et serait expulsé en Italie dans les 48 heures. Luciano fut embarqué sur un cargo en direction de Gênes. Après son voyage secret à Cuba, il passa le reste de sa vie en Italie sous étroite surveillance policière. À son arrivée à Gênes le 11 avril 1947, la police italienne l'arrêta et l'envoya dans une prison de Palerme. Un mois plus tard, le 11 mai, une commission régionale de Palerme le mit en garde contre tout comportement trouble et décida de le libérer. Au début de juillet 1949, la police de Rome arrêta Luciano, suspecté d'être impliqué dans le trafic de stupéfiants à destination de New York. Après une semaine de détention, le 15 juillet, il fut relâché sans inculpation. Les autorités lui interdirent définitivement de se rendre à Rome. Le 9 juin 1951, la police de Naples l'interrogea à nouveau, soupçonnant qu'il avait introduit illégalement 57 000 $ en espèces et une nouvelle voiture américaine sur le sol italien. Après 20 heures de questions, Luciano fut de nouveau libéré, sans aucune charge. En 1952, le gouvernement italien révoqua son passeport, suite aux plaintes des forces de l'ordre américaines et canadiennes. Le 1er novembre 1954, une commission judiciaire italienne à Naples imposa des restrictions strictes pour 2 ans. Luciano devait se présenter à la police chaque dimanche, rester chez lui chaque nuit et ne pas quitter Naples sans autorisation. La commission justifia ces mesures par son implication présumée dans le commerce de la drogue. En 1957, Genovese se sentit suffisamment puissant pour s'en prendre à Luciano et à son bras droit Costello. Il bénéficia de l'appui de Gambino, désormais sous-chef de la famille Anastasia. Le 2 mai, sur ordre de Genovese, Vincent Gigante tendit une embuscade à Costello dans le hall de son immeuble de Central Park, The Majestic. Gigante cria « Ceci est pour toi, Frank » et tira sur Costello à la tête. Le tireur quitta rapidement les lieux, convaincu d'avoir tué sa cible, mais la balle n'avait que frôlé la tête de Costello, qui ne fut pas sérieusement blessé. Bien que Costello refusât de coopérer avec la police, Gigante fut arrêté pour tentative de meurtre. Il fut acquitté et dans la salle d'audience, remercia Costello après le verdict. Costello fut autorisé à prendre sa retraite après avoir cédé le contrôle de ce qui est aujourd'hui la famille Genovese à son rival. Luciano, lui, resta impuissant face à ces événements. Le 25 octobre 1957, Genovese et Gambino organisèrent avec succès l'assassinat d'Anastasia, un autre allié de Luciano. Le mois suivant, Genovese convoqua une réunion des chefs mafieux à Appalachian, dans l'État de New York, pour officialiser sa prise de contrôle de la famille Genovese et asseoir son pouvoir à l'échelle nationale. La rencontre se transforma en fiasco lorsque les autorités découvrirent la réunion et menèrent un raid. Plus de 65 hauts dirigeants de la mafia furent arrêtés
exposant l'organisation à une médiatisation massive et à de nombreuses convocations devant le grand jury. Furieux, les mafieux imputèrent la catastrophe à Genovese, offrant une opportunité à ses rivaux. Luciano aurait assisté peu après à une réunion dans un hôtel de Palerme pour discuter du trafic d'héroïne dans le cadre de la French Connection. À l'issue de cette rencontre, il aurait contribué à verser une partie de $100 000 à un trafiquant portoricain pour accuser faussement Genovese dans une affaire de drogue. Le 4 avril 1959, Genovese fut reconnu coupable à New York de complot en violation des lois fédérales sur les stupéfiants. Condamné à 15 ans de prison, il tenta de diriger sa famille depuis l'incarcération jusqu'à sa mort en 1969. Le 26 janvier 1962, Luciano meurt d'une crise cardiaque à l'aéroport de Naples. Il s'y rendait pour rencontrer le producteur américain Martin Gosch à propos d'un film basé sur sa vie. Pour ne pas provoquer la colère d'autres membres de la mafia, il avait jusqu'à-là refusé d'autoriser un film, mais céda apparemment après la mort de Lissoni. Après sa rencontre avec Gosch, il fut frappé par une crise cardiaque et mourut, ignorant que les agents italiens chargés de la lutte contre la drogue l'avaient suivi à l'aéroport pour tenter de l'arrêter pour trafic de stupéfiants. 3 jours plus tard, 300 personnes assistèrent à ses funérailles à Naples, son corps étant transporté à travers la ville dans un corbillard tiré par des chevaux. Avec l'autorisation du gouvernement américain, sa famille ramena son corps à New York pour l'inhumation. Il fut enterré à St. John Cemetery à Middle Village dans le Queens, en présence de plus de 2000 personnes.